Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, nous entendrons le témoignage de Claudia, 24 ans. Après une rupture, elle s'est mise en couple rapidement avec un homme qui s'est avéré avoir un comportement qu'elle qualifie de pervers narcissique. Elle a décidé de le quitter, mais a peur de retomber dans ses filets. Salut Lucie, je m'appelle Claudia, j'ai 24 ans et ça fait 1 an que je suis dans une relation avec quelqu'un qui est un pervers narcissique. Je me suis mise avec cette personne dans des conditions un peu particulières il y a 1 an. Je venais de me séparer d'une relation de 6 mois. Quand je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien, j'ai l'impression qu'il faut se laisser aller. Et si cette personne a envie de se mettre en couple, généralement je me mets en couple avec sans toutefois me poser trop la question de est-ce que la relation me convient vraiment. Mais en me posant ces questions plus tard et en arrêtant la relation au bout d'un moment, si vraiment il y a beaucoup de choses négatives qui s'accumulent. C'est un peu ce qui s'est passé avec cette personne. Et comme dans une relation que j'avais vécue précédemment, ce garçon a une emprise assez toxique sur moi, c'est-à-dire que je me sens très dépendante de lui. J'ai l'impression d'être toujours en recherche d'affection de sa part, d'être toujours la personne qui cherche le plus à arranger les choses et à faire en sorte que toujours se passe tous bien, à avoir vraiment l'angoisse que quelque chose se passe pas bien ou qu'il soit pas content. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de caractère et plus que moi et c'est souvent ce que je recherche chez quelqu'un, mais du coup j'ai l'impression que ça me met dans une position de dépendance affective assez forte, aussi parce qu'il est pas très attentionné avec moi, qui fait toujours un peu tout au dernier moment et qui prend tout à la légère. Et j'ai toujours l'impression d'être celle qui lui court après. Et quand bien même il me donne un tout petit peu d'affection, j'ai l'impression que c'est génial et que c'est fabuleux. Alors qu'en fait, si j'y réfléchis après coup, je me rends compte que ça va pas. Mon entourage ne l'aime pas parce qu'il s'est passé beaucoup de choses que j'ai plus ou moins mis sous le tapis, mais là je suis en train de faire le compte et ça fait beaucoup. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Lui était content, en fait, il voulait le garder, il comprenait pas quel était le problème, alors que moi j'avais jamais voulu de ce bébé. Et j'ai avorté toute seule et il a quasiment pas pris de mes nouvelles, mais je lui ai mis sur le coup de son inexpérience et un peu de son immaturité alors qu'il a 32 ans, et donc 7 ans de plus que moi. Il y a eu des moments assez durs, autres que celui-ci, et il a jamais été présent, même quand j'ai des moments difficiles personnellement dans ma famille par exemple. Et donc le problème c'est qu'on a des disputes très violentes et c'est toujours lui qui claque la porte et qui me répond plus pendant des jours et toujours moi qui reviens. J'ai l'impression que si je reviens pas, y a plus de relation, et si je reviens pas pendant quelques temps, il me fait énormément culpabiliser. Là, on vient d'avoir une dispute super violente par message, et parce qu'on vit dans une relation à distance, et là ça fait 1 an. Et cette dispute, j'ai décidé que ça allait être la dernière et que je méritais mieux que ça, donc j'ai complètement arrêté de lui parler. Et là, il a essayé un peu de me faire culpabiliser par rapport à ça. Il m'a ressorti des vieilles histoires d'il y a super longtemps et je pense que c'est la bonne décision de le laisser, mais je me sens pas forte actuellement pour le faire. J'espère que je vais pas replonger parce que je sais que ça m'apporte pas du bien. Mais voilà, j'ai peur. J'ai peur et je sais pas quoi faire pour être sûre de pas replonger, et je pense que j'ai peur d'être célibataire, mais du coup si je suis célibataire, comment je fais pour tenir et pour pas replonger dans les bras du premier pervers narcissique que je trouve. Merci. Chère Claudia, le sujet est à la mode. On a l'impression que chaque scénariste d'Hollywood, que chaque magazine, y va de son portrait du pervers narcissique. Ils sont partout, semble dire la mode, ils sont séduisants et ils vous feront du mal. En transformant le pervers narcissique en grand méchant loup de conte pour effrayer les femmes, on oublie le vrai sujet. La souffrance de celles et ceux qui croisent les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique. Comme on l'a fait il y a quelques décennies avec les serial killers, les pervers narcissiques sont devenus un sujet facile et sexy. Moi, je veux entendre la souffrance de celles et ceux qui vont mettre des années à reconstruire leur ego. Parce que si la violence du pervers narcissique n'a pas pour but de donner du plaisir à son instigateur, elle détruit en face une personnalité. Je crois qu'on a besoin d'entendre des victimes, de comprendre qu'elles sont nombreuses et qu'elles dépassent souvent la sphère du couple.
on a besoin de mettre des mots sur la souffrance, de comprendre les mécanismes de cette violence insidieuse, de la raconter pour mieux la dédiaboliser. C'est des solutions concrètes qu'il nous faut. Des psychologues formés, des associations attentives, une prise en charge d'organismes d'État et de la sécurité sociale pour les soins après le traumatisme. Continuer à inventer des pervers narcissiques séduisants, incarnés par des acteurs ou mis en lumière par des mots poétiques, c'est continuer à faire croire aux femmes qu'elles pourraient être celles qui les feraient changer. C'est valoriser une masculinité toxique, un fantasme qui abîme et qui tue. Vous avez eu de la force et du courage, Claudia, et vous avez témoigné. Acceptez maintenant que vous êtes en phase de reconstruction, que vous avez besoin de temps pour vous, pour traiter l'addiction. Ce temps, il est nécessaire. Revenir dans ses bras pourrait vous sembler une solution évidente, dans les moments de fragilité. Mais n'oubliez jamais qu'une inconnue vous a dit un jour que vous n'étiez pas cette petite chose fragile. Vous êtes blessé, mais vous allez vous relever. Vous aurez peut-être besoin d'aide, mais vous apprendrez peu à peu à redéfinir vos contours en dehors de ce couple. Vous allez réapprendre le goût des choses, la couleur du monde, les sentiments sans la peur et l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a après le couple avec un pervers narcissique? Il y a souvent un gouffre qui peut sembler infranchissable. Mais de l'autre côté, le monde est plus vivant, plus beau, plus doux que ce que vous avez vécu. Et il n'y aura pas de contrepartie. Il n'y aura pas de violence après la lune de miel. Cette violence et toutes les formes de violence sont inadmissibles. Il existe un monde où on peut aimer et être aimé sans souffrir. Je vous le promets. Et vous y avez votre place, Claudia. Pour parler de perversion narcissique, j'ai rencontré la psychologue clinicienne et psychothérapeute Alexandra Lecard à Paris. Alexandra Lecard a la particularité de traiter à la fois des victimes de pervers narcissiques et des pervers narcissiques. Et si elle explique que ce trouble n'est pas soignable, il y a néanmoins des méthodes pour le mettre en sourdine. Je lui ai d'abord demandé comment on définit la toxicité dans le couple. Alors en effet, il y a finalement peu de pervers narcissiques au sens de la pathologie. Grosso modo, on dirait que c'est 3% de la population, ça reste du monde. Et le problème, c'est qu'un pervers narcissique, c'est beaucoup de victimes collatérales. Comme la perversion se joue dans la relation, dans le lien. Il y aura la première, le premier petit copain ou la première petite copine, ça se joue dans l'affectif. Après, il y aura les suivants, et puis quand ils sont mariés ou quand ils sont en couple, il y a beaucoup d'infidélité généralement, donc il y aura les amants à côté. Ensuite, il peut y avoir les enfants des pères narcissiques, il peut y avoir des collègues qui sont pris en relation d'objet, des amis. Donc en fait, on se rend compte qu'un père narcissique, ça peut être dans une vie des dizaines de victimes collatérales. Il y a des personnes, des fois des maîtresses par exemple, qui rentrent en contact. Voilà, j'ai des patientes qui m'ont dit qu'elles avaient contacté celle d'avant, celle d'après, elles forment des groupes, des fois elles s'unissent, et en fait, des fois les personnes, les victimes collatérales sont des fois dans le même champ, elles savent pas qu'elles se connaissent, et quand elles se mettent en lien, elles se rendent compte que les proies parfois sont au même endroit, qu'elles sont pas toutes seules, et c'est pour ça que c'est bien de parler. Les personnes qui ont connu une relation toxique sont plus nombreuses qu'on croit. Bon, évidemment, je suis dans le domaine, donc peut-être que ça biaise un petit peu, mais les gens n'osent pas mettre ce mot-là, parce que justement, comme vous avez dit, il est un peu trop à la mode. Et les vraies personnes qui souffrent de relations toxiques, je me suis aperçue qu'elles n'osaient pas mettre le mot, justement, parce que là, elles sont vraiment dans quelque chose de pervers. Du coup, elles osent pas mettre le mot, là où d'autres personnes qui le mettent plus facilement, peut-être, sont pas confrontées à vraiment quelqu'un d'aussi pervers. Il faut faire la différence entre la manipulation, qui est déjà pas très jolie, mais la manipulation, c'est ponctuel. Les manipulateurs, comme on dit, manipulent pour une raison. Voilà, le message, c'est je vous manipule parce que vous ne comprenez pas. C'est pour obtenir quelque chose, c'est ponctuel. Alors que la perversion, c'est chronique. La perversion se joue dans le temps. Il y a une phase de séduction qui s'appelle la lune de miel. Ensuite, le pervers va twister, donc changer, baisser le masque pour voir comment la victime réagit. Et ensuite, la relation d'emprise est que dans le thanatos. Il y a plus de héros, c'est que de la pulsion de mort, alternant des chauds et des froids, où la victime va sombrer de plus en plus, perdre son estime de soi, être isolée, être dénigrée. Voilà, il y a beaucoup de violence psychologique, puisque la violence psychologique est invisible, elle n'a pas de goût apparent. En fait, c'est progressif, insidieux. Et donc la victime va pas du tout s'apercevoir que elle côtoie plus de monde, qu'elle a plus d'estime, qu'elle fait plus ce qu'elle veut.
qu'elle a plus le libre arbitre de penser comme elle veut, de s'habiller comme elle veut. Voilà. C'est très progressif et quand on s'en rend compte, en général, ça fait longtemps que les dégâts ont opéré. Comment se reconstruit-on après avoir croisé la route d'un pervers narcissique ? La phase de reconstruction est très longue puisqu'en fait la perversion c'est une relation addictive qui s'apparente à de la drogue qui aurait été mise goutte à goutte depuis le premier jour. Donc en fait la personne est droguée depuis le tout début. Donc c'est un travail de sevrage psychologique, parfois même physique. Ça prend beaucoup de temps puisque d'abord la victime doit se rendre compte qu'elle est dans une relation toxique, se l'avouer, l'identifier, demander de l'aide, se séparer et s'éloigner du bourreau. Donc ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il faut tenir dans la distance, alors que comme c'est une relation d'emprise et de dépendance affective, ce qu'on appelle la victime, donc a quand même tendance à revenir vers son pervers toute seule. Évidemment, si elle revient pas, le pervers va l'aider. Donc ça prend beaucoup de temps pour tenir, se reconstruire. Il faut reconstruire l'estime de soi depuis le début en général. À cause du gaslighting, ce qu'on appelle, en fait, ça rend la personne perd toutes ses valeurs et ses croyances. Elle sait plus en quoi elle croit, elle sait plus ce qu'elle veut faire dans la vie, elle sait même plus le plat qu'elle aime, ce qu'elle voulait faire depuis le début. En fait, la perversion déshumanise. C'est pour ça qu'on parle de vampirisme. Et la reconstruction, elle est pas que dans le fait de se refaire du shopping ou de retourner chez le coiffeur ou de reprendre un verre avec des amis. La destruction, elle est si c'est pas complète, en tout cas c'est l'objectif. La personne est complètement désorientée, isolée, souvent elle voit plus sa famille et ses amis. Il y a un gros travail à refaire depuis le début. La reconstruction, donc c'est principalement l'estime de soi, et puis les contacts sociaux, beaucoup, dû à l'isolement. Ressortir, refaire des activités, recroire en soi, recommencer à avoir des opinions, reprendre le goût à la vie, puisqu'en fait la perversion enlève le goût justement, rend dépressif. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les pervers narcissiques disent que la victime est folle, ou bipolaire, ou hystérique. C'est des attaques qui reviennent souvent, parce qu'en fait c'est vrai que la personne devient totalement confuse, culpabilise et pense que du coup c'est elle qui a un problème. Alors qu'en fait c'est le but de la perversion, c'est de rendre la personne complètement dans le flou et perdue. En fait ça s'appelle la perte d'âme en fait. La façon dont elle parle des victimes me fait penser aux femmes battues. Or, même si elle n'est pas suffisante, une prise en charge existe. Qu'est-ce qu'il existe pour les victimes de pervers narcissiques ? Voilà, c'est la question à 1 million que vous venez de poser. Déjà, c'est beaucoup trop à la mode comme sujet, donc c'est touchy, c'est très sensible comme sujet. Pervers narcissique, c'est déjà trop galvaudé, c'est fini. Il faudrait limite trouver un autre terme pour en parler, puisque on l'a beaucoup trop utilisé. Donc c'est vrai que déjà pour les femmes battues et les hommes battus aussi, d'ailleurs on rappelle, ont peu d'accès aux soins, ça prend du temps, mais il y en a quand même de plus en plus et ça c'est vraiment super. Ça se développe. En revanche pour les victimes de violences psychologiques, il y en a pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est quand même aux victimes de faire la démarche et de payer un psychiatre ou un psychologue, d'aller dans un cabinet ou un CMP, ou aller dans un hôpital, mais il faut, comme la violence psychologique c'est invisible, il faut aller prouver qu'on subit des violences. Comme c'est progressif, ça va être plein d'attaques, de dénigrement, d'humiliation, progressive. Donc finalement dire hier soir il m'a lancé des vannes, hier matin il est allé contrôler mon agenda et puis je me suis aperçue que peut-être il y a une puce dans mon téléphone mais je suis pas sûre que je suis sur écoute. Voilà, ça fait un petit peu délirant. Souvent les médecins s'occupent de cas graves avec des symptômes je trouve apparents. Et c'est certainement bien d'essayer de faire des choses pragmatiques, des choses qui se voient pour pas rentrer dans un délirium collectif. Mais il faut prendre en compte que la violence psychologique, elle est réelle, elle est présente, c'est la plus sournoise. Et effectivement, il y a peu de propositions de soins finalement concrets, mais on y vient probablement. En parler plus et mieux pourrait peut-être débloquer les choses. Il y a beaucoup d'associations, bien sûr, qui aident les victimes, et ça, c'est vraiment très très bien. C'est un champ comme un autre. Il s'agit peut-être de pas diaboliser trop les pervers narcissiques, hommes ou femmes d'ailleurs, et de se rappeler que c'est une pathologie, classée d'ailleurs dans le DSM, qui est la classification internationale des pathologies, psychologiques et psychiatriques. Voilà, en faisant des monstres intouchables, et qu'on ne peut pas identifier, on les narcissise encore un autre tour. Il s'agit de pouvoir identifier la toxicité. Peut-être ça pourrait faire partie d'une prévention plus large.
Quand quelqu'un identifie qu'il est dans quelque chose de toxique, je me suis aperçue que souvent c'était pas faux. On met pas ce mot pour rien, c'est trop grave. Les gens qui le nomment l'ont touché souvent. J'ai eu très peu de cas depuis des années de personnes qui se seraient trompées et qui seraient arrivées dans mon cabinet avec une demande de prise en charge face à de la perversion, et en fait ça n'en était pas du tout. C'était un cas ou deux seulement. Donc voilà, se faire confiance et aller se tourner vers les associations qui, moi je trouve, ou les psychologues, qui développent de plus en plus l'écoute face à cette pathologie létale. Puisque la perversion, il faut le dire, ça tue. Ça rend dépressif, sévère. Les personnes passent à l'acte, les victimes se suicident. Il y a un fort pourcentage de suicides en France qui est dû à de la perversion, et il faut le savoir. Et ça détruit de l'intérieur. C'est vrai que c'est invisible. Ça s'appelle les violences, les violences douces, un petit peu comme qu'on utilise aussi avec les enfants, ou les violences invisibles ou violences muettes. Mais la psychologie c'est très important pour construire quelqu'un, et quand on y touche, en tout cas la perversion c'est mortel. Je lui ai enfin demandé quelle lecture elle conseillait sur le sujet. Bien sûr, les livres d'Alberto Heger qui sont excellents. Un dernier notamment sur Un qui suis-je, sur le père narcissique. Très très bon. Les livres de Petit Colin, d'Irigoyen, évidemment. Ça c'est des faits références, de Nazaraga. Il y a des livres plus ou moins abordables. Il y a des psychiatres et des psychologues. Dans tous les cas, je trouve que psychiatres ou psychologues sont quand même adaptés et je les trouve assez accessibles. Il faut pas hésiter à lire. La bibliothérapie, c'est quelque chose de très très bien. Je trouve que les gens le font de plus en plus. Lire, se soigner déjà par la lecture, l'identification, c'est très important. C'est une première démarche, une démarche chronique. Je me suis aperçue que les gens qui étaient en prise en charge thérapeutique continuaient de lire et trouvaient sans cesse de nouvelles informations, de nouveaux points de vue, de nouveaux témoignages. Il y a aussi plein de personnes qui ont témoigné sur leur vécu. Ça, c'est très très bien aussi. Je pense que c'était thérapeutique pour elles et c'est thérapeutique pour les autres. Dans cet élan, cet aspect cathartique comme ça, de pouvoir se reconnaître dans quelque chose qu'on lit. Il y a des romans aussi. Nathalie, je crois qu'elle est Strémé, qui a fait un roman. Je sais plus si c'est Nathalie, mais en tout cas, elle a écrit un roman. Justement, elle a une amie, sa meilleure amie, qui est morte. En fait, elle s'est suicidée suite à une relation très perverse. Et elle aide comme ça, elle a choisi de faire un roman et pas un témoignage. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, un peu de tout, c'est vrai, mais philosophes, psychologues, psychiatres, patients, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, et moi je pense que plus on écrit ou plus on en parle, et plus les gens sont informés, et même si c'est à la mode, je continue de penser que c'est bien d'en parler. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir la bande dessinée de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, comment j'ai survécu à un manipulateur, publié chez Delcourt. Cette bande dessinée retrace la relation de Sophie avec Marcus, des débuts idylliques aux crises répétées qui plongent la jeune femme dans un grand désarroi. L'autrice dessine autant pour se reconstruire que pour témoigner et invite les femmes et les hommes qui souffriraient d'une relation toxique à se faire accompagner. L'ouvrage se clôt en effet sur différents conseils, matériels de décryptage et numéros d'urgence. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.